Avec nous en plateau, comme chaque lundi après-midi. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour Grégoire. Directeur général de Morningstar en France. Et puis on est en duplex à la Bourse de Paris et à New York avec, comme chaque après-midi, Antoine chez Euronext à la Défense et Grégory Volokin, le président de Mescard Financial Services à New York. Bonjour à vous deux. Grégory, premier constat, on est à une demi-heure de l'ouverture de Wall Street. On a l'impression que le rallye Trump, après avoir animé les marchés pendant 2 semaines environ, est en train de se calmer un petit peu. Oui, en tout cas, on va reprendre un peu notre souffle aujourd'hui. Vous connaissez les Américains. Depuis 4 jours, ils n'ont pensé qu'à une seule chose, en dehors de manger leur dinde de Thanksgiving. Ils ont pensé à faire du shopping. Donc la grande discussion aujourd'hui, c'est est-ce que le Black Friday a été bon? Est-ce que ce Cyber Monday est une bonne journée pour le shopping? Et en fait, les chiffres sont assez partagés. C'est ça qui est intéressant. Bon, et est-ce qu'on est très focalisé, comme vous nous le disiez déjà dès jeudi, dès vendredi, sur les ventes en ligne et même plus encore peut-être sur les ventes sur mobile? Ce sont les chiffres que les investisseurs vont retenir avant tout? Peut-être, mais en fait, surtout, on se rend compte que les gens cherchent tellement la bonne affaire qu'en fait, cette année, ils ont dépensé moins que l'année dernière, même si les ventes ont augmenté de presque 4%. Et on voit que les Américains qui ont dépensé en moyenne $299 l'année dernière, cette année auront dépensé en moyenne $289. Ils cherchent la bonne affaire et ils la trouvent. Et c'est exactement sur le mobile qu'ils la trouvent et aussi évidemment dans les magasins. Bon, les Américains ont mangé leur dinde, ils pensent à consommer. Nous, on pense à l'Italie, Jean-François Bay. Enfin, je sais pas, on pense peut-être aussi déjà à Noël, mais les investisseurs, en tout cas, avant toute chose, ils pensent au référendum italien. Enfin, ajoutons également la présidentielle autrichienne. On en parle beaucoup moins, mais on a quand même... Grégory, du point de vue des États-Unis et des investisseurs américains, est-ce qu'on a abandonné l'idée à jamais de s'intéresser aux actions européennes du fait du risque politique, ou est-ce qu'au contraire, on essaye de regarder chaque échéance de manière un peu spécifique, en essayant de ne pas faire l'amalgame du Brexit, du Trump? Est-ce que les investisseurs américains regardent là ce qui va se passer en Italie ce week-end, ce qui se passe du côté des élections françaises avec une partie des primaires, celles de la droite et du centre, qui sont désormais derrière nous? Oui, c'est certain que les investisseurs professionnels regardent très attentivement ce qui se passe en Europe, mais en voyant ce qui se passe en Europe et surtout en voyant la force du dollar, je crois que ça leur enlève à peu près toute envie d'investir en Europe. On ne voit aucun flux américain en ce moment aller en Europe. Plutôt le contraire, des flux importants sur les marchés américains et notamment sur les marchés, et c'est ça qui est très intéressant, des petites et moyennes capitalisations. Et qu'est-ce que c'est ces moyennes capitalisations? C'est des compagnies américaines les moins exposées à l'étranger et qui pourraient bénéficier le plus des plans de relance de l'économie de Trump. Donc pour répondre à votre question, on parle de l'Europe, mais je ne crois pas que ça soit ce qu'on entend ici qui fasse envie pour faire des nouveaux investissements en Europe, alors que le marché ici est quand même très porteur depuis des semaines et pourrait continuer à l'être. C'est ça. On parle de l'Europe, mais on investit sur le Russell 2000, qui est l'indice des valeurs moyennes américaines et qui lui aussi bat chaque jour ou quasiment chaque jour des records, même si là on pourra avoir une pause à l'ouverture dans un peu plus de 20 minutes pour les marchés américains. Antoine, on vous retrouve chez Euronext à la Bourse de Paris, début de semaine place, le président de Mescard Financial Services. Il y a quelques minutes, on parlait des fonds Cuba ou des actions Cuba. On a des déclarations de Donald Trump là ces dernières heures. Alors il faut scruter le compte Twitter de Donald Trump, parce que je ne sais pas s'il dirigera la Maison Blanche grâce à son compte Twitter. En tout cas, c'est quand même là sur le réseau social qui s'exprime le plus en ce moment, le président élu américain. Il est capable de remettre en cause la politique de normalisation qui a été initiée par Barack Obama vis-à-vis de Cuba. Ce sont des vraies déclarations à prendre au sérieux, ou est-ce que ce sont les déclarations d'un candidat encore entre la campagne et l'entrée en vigueur à la Maison Blanche? Je dirais que malheureusement, on n'a pas le choix. Il faut prendre au sérieux ce qu'il dit, même si on pense que certaines fois c'est aberrant. Le premier tweet qu'il a fait à propos de Fidel Castro était quand même assez simple. Il a écrit « Fidel Castro is dead ».
Donc c'est quand même de la part du... C'est factuel, voilà, exactement. Là, il ne pouvait pas se tromper. Par contre, non, ce qui est absolument clair, c'est que par exemple, son futur chef of staff, Priebus, a dit que les accords avec Cuba étaient absolument pas définitifs, que tout peut être renégocié et que en fait les Cubains devraient vraiment démocratiser à la fois leur économie, leur vie politique pour pouvoir compter sur les États-Unis, pour que les États-Unis continuent à normaliser ces relations diplomatiques, commerciales et touristiques. Donc en fait c'est tout simplement dire que oui, Donald Trump remet totalement en cause ce qui avait été fait sur les dernières années par Obama. Mais ça ne va pas sans poser trop de problèmes parce que vous vous souvenez de Marco Rubio qui était le candidat républicain aussi, malheureux d'ailleurs à la primaire républicaine, mais qui est de Floride et d'origine cubaine et qui lui dit non, il faut absolument pas toucher à ces accords, au contraire, il faut aider les Cubains avec tout ce qu'on peut au niveau de notre force économique. Donc même à l'intérieur du parti républicain, il risque d'y avoir une certaine lutte entre des positions très tranchées de Donald Trump et des parlementaires qui sont peut-être beaucoup plus enclins à la négociation. Bon, et puis on reste dans la politique, un peu plus de 2 semaines après la victoire de Donald Trump. On est dans des batailles de recomptage de voix. Alors, à l'initiative du Parti vert et de la candidate Jill Stein, c'est ça, Grégory. Elle est rejointe sur ce point par l'équipe de campagne d'Hillary Clinton pour recompter les voix au moins dans le Wisconsin et peut-être dans d'autres États. Et de son côté, Donald Trump crie au scandale. Est-ce qu'on est sur de vraies batailles légales qui peuvent mener à quelque chose ou est-ce qu'on est simplement dans la bataille d'arrière-garde un peu plus de 2 semaines après le vote des Américains? Bon, d'abord, ce qu'il faut dire, ce qui est intéressant, c'est que Jill Stein, donc la candidate malheureuse des Verts, dit qu'il y a eu des fraudes électorales dues à des cyber-attaques, donc dues à une attaque des systèmes informatiques. Mais il faut savoir que dans les 3 États en cause, d'abord, les systèmes informatiques ne sont pas reliés à l'extérieur, c'est en vase clos, mais surtout, en plus, la plupart des votes se font encore avec des bulletins papier. Donc, c'est très difficile de faire une cyber-attaque sur des bulletins papier. L'autre chose, et ça c'est beaucoup plus dramatique, je dirais, c'est le tweet qu'a envoyé hier Donald Trump en disant bon, c'est un scandale de recompter, de mettre en cause la décision du peuple américain, et il l'a rajouté, et c'est très malheureux de sa part, il a rajouté de toute façon il y a des millions d'illégaux qui ont voté. Alors qu'est-ce que ça veut dire s'il y a des millions d'illégaux qui ont voté, et c'est lui qui le dit, mais ça veut dire qu'en fait Donald Trump lui-même remet en cause le résultat de ces élections. Alors pour le moment, évidemment, les réactions, c'est plutôt un peu des sourires en coin en disant encore une chose qui lui a échappé, mais c'est vrai que là, on est dans le vif du problème. Est-ce qu'on va vraiment remettre en cause alors des élections, non pas seulement dans ces 3 États, mais lui, alors Donald Trump, il parlait de la Californie, d'État qui était très favorable à Hillary Clinton. Il faut se souvenir que Donald Trump l'a remporté au nombre de grands électeurs, mais a perdu au nombre de voix populaires de près de 2 millions de dollars, et je pense que ça fait beaucoup de mal à son ego. 2 millions de voix, hein. Même si je sais que c'est $1, 1 voix aux États-Unis, là ce sont des voix quand même 2 millions de voix d'écart entre Clinton et Trump pour le vote populaire, effectivement différent, vous l'avez compris, du collège électoral. Grégory, on est abreuvé de chiffres concernant le Black Friday, le Cyber Monday qui se déroule aujourd'hui chez vous, enfin chez vous non, c'est partout maintenant, dans le monde et aux États-Unis notamment. Est-ce qu'il y a 1 ou 2 chiffres qui vous paraissent pertinents à retenir pour montrer l'engouement ou la dynamique qui a pu se créer ou non d'ailleurs autour de ces événements de consommation aux États-Unis? Je dirais qu'il faut être très très honnête, parce que si on regarde juste les chiffres, et tout le monde va vous sortir des statistiques qui ont l'air assez formidables, mais pourquoi je dirais qu'il faut être honnête, c'est qu'en fait, si on regarde ce que chaque Américain a dépensé par rapport à l'année dernière, les dépenses sont légèrement en baisse. Alors, est-ce que c'est une raison de s'inquiéter? Je dirais non. D'abord, pourquoi les dépenses sont en baisse? C'est qu'il y a de moins en moins de raisons d'acheter sur ces 4 jours Black Friday, Thanksgiving, etc. Puisque, en fait, quand on achète sur Internet, c'est pratiquement tous les jours qu'il y a des soldes et qu'on peut trouver la meilleure affaire. Donc, beaucoup moins de raisons de se précipiter dans les magasins sur ces 4 jours qui sont quand même à pratiquement 6 semaines de Noël. Donc, je dirais, le
consommateur transforme ses habitudes de consommation, mais en même temps, on voit aussi nettement qu'il privilégie toujours les bas prix, les discounts, et c'est très intéressant si on regarde par exemple les jouets. Vous regardez les prix des jouets, c'est Amazon où les jouets sont les moins chers, mais les différences sont ou bien très faibles ou très importantes. Alors par exemple, les jouets sur Amazon sont 1% et demi moins chers que Walmart, c'est pas grand-chose. 5% moins cher que Target, ça commence à être quelque chose, mais 10% moins cher que Toys R Us, la grande chaîne de magasins de jouets, et 10%, c'est quand même assez considérable. Donc, une fois de plus, le consommateur américain, il choisit vraiment où c'est le plus pratique et où c'est le moins cher, et je pense que ça va continuer à mettre beaucoup de pression sur la distribution et surtout sur les grands magasins qui n'arrivent pas à compenser par les volumes ce qu'ils perdent en vendant à très très fort discount tout ce qu'ils ont. Ouais, c'est ça. Le prix est vraiment plus déterminant que jamais. C'est ce que vous nous apportiez comme chiffre tout à l'heure, Grégory. C'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'il y a autant d'Américains comme chaque année qui achètent ou en ligne ou en magasin, mais le panier moyen a reculé d'environ $10. C'est ça par rapport à l'an passé. Oui, c'est un chiffre assez frappant d'ailleurs. Il a reculé de 299 à 288. Et je vous dis, il y a vraiment deux explications. C'est qu'il y a vraiment une baisse très importante de prix dans beaucoup de domaines d'achat, et notamment l'électronique. Les téléviseurs, le prix a pratiquement été divisé par deux en une année. Mais je dirais aussi, puisque les gens achètent maintenant toute l'année sur Internet et qu'ils ont moins d'intérêt à aller sur ces 3-4 jours dans les magasins, alors qu'il y a toujours des très très bons prix qu'on peut trouver sur les sites, pas seulement Amazon d'ailleurs, aussi les sites des autres magasins, c'est certain. Bon, et puis un autre secteur, alors qu'on suit régulièrement avec vous, parce qu'il y a une vraie révolution évidemment autour de la manière de consommer la télévision quand on est consommateur et téléspectateur, et puis surtout la manière dont on vend la télévision quand on est opérateur ou opérateur télécom ou opérateur de contenu. Là, c'est AT&T qui innove, semble-t-il, avec une offre de télévision en streaming, donc en flux, pour $35 par mois, c'est ça, Grégory ? Absolument. Donc, il faut se souvenir, AT&T avait racheté DirecTV, qui est la compagnie de télévision par satellite. C'était une très très grosse opération, et là en offrant du streaming, ils font vraiment une très grosse concurrence à qui? Aux compagnies de câbles, par exemple. Pensons à un Comcast, pensons à un Disney. Pourquoi la concurrence? C'est parce qu'en fait, quand vous êtes le client d'une compagnie de câbles, vous avez un prix minimum à payer, vous avez la location du boîtier de câbles, etc. Et vous avez une facture mensuelle aux États-Unis qui très très souvent s'approche en moyenne des $100 par mois, uniquement pour pouvoir avoir accès à beaucoup de programmes sur le câble. Alors qu'avec une offre comme celle de AT&T en streaming, et il y en a d'autres, il y a par exemple Hulu qui fait aussi une offre, mais Hulu n'est pas une compagnie de télécom. Dans le cas de AT&T, $35 par mois, ça peut attirer énormément de monde. Donc la grande question, ça sera de savoir, mais à quoi on a droit avec ces $35? Vous savez que les Américains, pour le moment, ont beaucoup acheté des packages de programmes avec du sport. C'était même ce qui était vendu le plus cher. Les droits de retransmission sportive sont extrêmement chers, mais ça, c'est un peu la chasse gardée de ESPN qui appartient à Disney. Si maintenant en streaming on peut aussi commencer à voir du football, du baseball, etc., ça a des conséquences extrêmement importantes pour les médias. Donc je dirais il y a vraiment là le début d'une très grosse transformation. On parle aujourd'hui de $35. Peut-être que si on se parlait dans 5 ans, on parlerait de streaming à $10. Peut-être que plus personne n'aura un boîtier de câble. Enfin, tout est possible dans un univers qui avance extrêmement rapidement. Merci beaucoup, Grégory. Bonne séance à vous à New York. Un premier quart d'heure de cotation sur les marchés américains, des marchés qui marquent une pause. Le rallye Trump s'essouffle un petit peu. C'est vrai qu'on a eu 2 semaines incroyables sur les marchés avec cette remontée violente des taux souverains, cette accélération